Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Voilà, en ma qualité de coprésidente de l'association Mémoire et Dialogue, partenaire du Centre culturel marocain Dar al-Maghrib dans cette 3e édition prise patrimoniale, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Avant de poursuivre, j'aimerais inviter Madame Zemmouri, la directrice du Centre culturel marocain, à nous dire un mot. Ce partenariat est à la fois naturel et porteur de sens. Il reflète notre volonté de bâtir des ponts entre les cultures, recherche et innovation, et de faire dialoguer les savoirs traditionnels avec les défis écologiques et sociétaux d'aujourd'hui. Notre conférencière invitée, Madame Salma Ben Saïd, présidente de la plateforme Dialna Maroc, est une femme engagée, visionnaire, qui incarne parfaitement cette synergie entre ancrage patrimonial et pensée d'avenir. À travers ses actions, elle nous rappelle combien le patrimoine peut être une ressource vivante, un levier d'innovation et un vecteur de durabilité. Cette conférence est une invitation à repenser notre rapport à l'héritage culturel, non pas comme une simple mémoire figée, mais comme un espace de création, de réflexion, mais surtout de responsabilité collective. Je vous remercie toutes et tous pour votre heureuse présence aujourd'hui. On agit pour inspirer. Sur notre campus, il y a des initiatives à condition de les mettre au service de l'innovation, une innovation qui est critique, mais qui est inclusive. Je vais vous présenter notre conférencière. Alors, Salma Ben Saïd est une productrice audiovisuelle, entrepreneur culturel, engagée dans la valorisation du patrimoine marocain, de l'art de vivre sous diverses facettes et le développement des industries créatives et culturelles, les ICC. Forte de plus de 23 ans d'expérience dans la création et la production de contenus audiovisuels, événementiels, digitaux, architecturaux et culturels, elle est depuis 5 ans une directrice de l'agence Émotion TV, dédiée à l'innovation culturelle, au récit de territoire et à la transition créative du Maroc. Fondatrice et présidente de la plateforme Dialna Maroc et Maghrebna Innovation, elle porte des initiatives qui croisent transmission, inclusion des jeunes et innovation technologique en lien avec les enjeux de durabilité, d'économie circulaire et d'identité culturelle. À travers ces projets, Salma Ben Saïd explore les dynamiques culturelles du Maroc en évolution, en connectant patrimoine vivant, mémoire collective, industrie culturelle, technologie émergente et jeunesse créative. Elle accompagne notamment les universitaires, les créateurs et les jeunes entrepreneurs dans la mise en valeur d'un Made in Morocco éthique et visionnaire. Elle est également auteure de Carnet d'une éternelle nomade, un récit introspectif mêlant voyage, quête de sens, mémoire des civilisations et place de l'humain face aux mutations du monde contemporain. D'ailleurs, elle va procéder à la signature de son livre tout de suite après la conférence. Ces champs d'action incluent l'innovation dans les industries créatives culturelles, la durabilité, la transmission, en relançant un récit marocain par la culture, les médias et la création. À travers ses conférences et interventions, elle invite à repenser le patrimoine matériel et immatériel comme un levier de développement, de résilience et de création de richesses. Madame Salma, d'être parmi vous ce soir. Et je voulais juste, avant de commencer, de remercier Dar al-Maghrib, de remercier HEC pour son accueil et puis surtout remercier cette jeunesse et ce corps professoral qui aujourd'hui est avec nous. C'est quand même important voilà, c'est toujours dans le cadre de la transmission qu'on est là. Donc étudiants, professeurs et puis même acteurs et puis je dirais même militants parce que quand on parle de patrimoine, automatiquement, il y a ce côté militant, ce côté prise de conscience. Comme on le sait tous, le Maroc est ce carrefour de civilisation, où un pays où chaque pierre, chaque patrimoine et chaque facette culturelle raconte une civilisation, une révolution scientifique, humaine et technologique.
Alors, l'objectif de la conférence est d'ouvrir une réflexion très actuelle et collective sur ces points-là qui sont importants. Je vais passer... Alors, je vais faire ça. Voilà. Donc, qui va prendre 4 aspects. Donc, nous avons le culturel et le social. Donc, on parle de mémoire, de transmission et d'identité collective. On va parler d'éthique, donc le respect des sites et des communautés. On va parler aussi d'économique. Donc, la relance post-Covid principalement, c'est parce qu'avec le Covid, qu'on a pris conscience que le patrimoine et la culture sont des leviers d'innovation et de résilience surtout. Et puis technologique, parce qu'on est sur... on va parler du rôle des outils numériques dans la médiation culturelle et dans la transmission du savoir et du patrimoine. Donc, cette conférence s'inscrit dans une vision élargie du patrimoine, c'est-à-dire que le patrimoine n'est pas seulement à conserver, il est aussi interprété, raconté, réinventé, que l'art, la technologie et la recherche permettent de donner une nouvelle vie au patrimoine matériel et immatériel, aux sites patrimoniaux, sans les trahir. Et on parle aujourd'hui d'inscription vivante. On parle de patrimoine non comme une mémoire, mais comme un mouvement. On parle d'expérience sensible, d'inclusion numérique, de co-création avec les communautés. Donc, par conséquent, des interrogations qui vont être posées et qu'on va bien sûr, sur lesquelles on va interagir tout à l'heure seront comment valoriser le patrimoine sans le dénaturer, comment faire du tourisme un outil de développement local juste, comment intégrer les jeunes, les artistes, les scientifiques dans cette dynamique, et quel est le rôle des nouvelles technologies, à citer, entre autres, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, les plateformes participatives, comment peuvent-elles jouer dans cette valorisation? L'université Qaqawiyyin aussi qui est là, qui fait partie qui est la première université universelle qu'on connaît et qui a été classée par l'UNESCO, à côté bien sûr des médinas anciennes comme celles de Fès, de Marrakech, des Saouira, de Tétouan, etc. Nous avons aussi les palais riyas traditionnels avec tout ce que ça comporte comme savoir-faire, entre autres. Nous avons les sites naturels, comme les dunes de Merzouga. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît, je pense que vous connaissez un peu le Maroc quand même, mais voilà. C'est en tout cas, voilà, c'est des sites naturels qui sont juste extraordinaires. Nous avons Merzouga, nous avons les montagnes de l'Atlas, les vallées comme celle de Daqa, les gorges de Dahadès, c'est juste une pure merveille naturelle et humaine qu'on retrouve là-bas. Et nous avons le patrimoine immatériel. Alors, là, vous allez regarder là-bas, c'est une broderie d'un tas. Donc, ça fait partie du patrimoine immatériel. Le patrimoine est un pilier du développement durable. Et ça, je vais vous montrer une vidéo qui est juste extraordinaire. أنا أمين أخباش عزيز عليا نبتكر وبغيت نساهم في التطوير ديال البلاد ديالي التراث ديال المنطقة ديالي. هادشي اللي كيشجعني باش نشارك في تشالنج مغربنا 2030 اللي نظماتو ديال لامارو 30. من صغري كنت كنلعب بشي ديك الطاسات نتاع الحوت كنقد بهم شي سيارات وكنكتشف شي حوايج اخرين وكنتفرج في الفيديوهات في السوشيال ميديا وكنستلهم منهم الافكار وبديت من تما بديت كنطور في الاختراعات ديالي وصاوبت واحد الاشاره مدرسيه للاستاذ. كان الاستاذ كيقول لنا ما باقيش طويتو كاملين استاذ انا قديت واحد الاشاره كيشعل داير بحال هكا كيشعل فيها الضوء الخضر حتى يقول لك الاستاذ دوي ديك الساعه كعداك الايد ندوي ديك الساعه خصك دوي ومن ديك النقطه كنزيد عاوتاني وكنطور. قديت ملي داز داك الزلزال كيقولوا الناس كاينين الارتدادات. انا صوبت داك الجهاز باش نكتشف واش يكون الارتدادات ولا لا واستلهم الافكار نتاعي من الاشياء المحيطه بيا ومن ديك النتايا زيد وكنزيد كنطور وكديت واحد السياره كتخدم بالطاقه الشمسيه وقت ما كاينه في الشمس كتبقى كتشارجا. Amine a grandi, disons, dans cet environnement. Donc, c'est un peu culturel chez lui, comme pour pas mal d'enfants qui grandissent avec des papas ou des mamans artisanes et qui sont dans cette culture de récupération, de recyclage, etc.
Donc Emin a fait pas mal, a créé pas mal de choses grâce à l'environnement dans lequel il vit et dans lequel il a grandi, il a poussé. Et pour la 4e édition du challenge Marghebna, qui est bien sûr initié par Diana Maroc et par Marghebna Innovation, il a proposé son dossier qui a été pris, donc recyclage, usage de matériaux locaux, absence de déchets, transformation locale, architecture en terre. Nous l'avons au Maroc grâce bien sûr aux régions et au patrimoine matériel qui inspire. Donc automatiquement, on est vraiment dans un cadre inspirant. Et je citerai aussi aujourd'hui les actions qui se font au Maroc. Pourquoi? Parce qu'on est dans une transformation aujourd'hui. Nous sommes bien sûr à la veille de la Coupe d'Afrique 2025. Bien avant, le Maroc est parti dans tout ce qui est restauration de Médina. C'est le point qui est important aujourd'hui pour nous parce qu'on se dit, la culture, le patrimoine, c'est bien de les développer, mais qu'est-ce que ça rapporte en fait au pays? Ça rapporte du tourisme, d'accord? Ça stimule le développement d'autres secteurs qui sont les transports, l'hôtellerie et le divertissement, entre autres. Alors, très important aussi, donc on est passé de Emin, dans sa petite région, vers les villes impériales, et aujourd'hui, on va parler aussi de la ville verte, Mohamed Sid de Benkrir, donc la capitale écolo de l'innovation. La ville verte de Benkrir est un parfait exemple du Maroc, et puisqu'elle répond à plusieurs critères qui sont la durabilité urbaine. Donc les déchets, ils sont soigneusement triés et réutilisés, recyclés. Et puis il y a une station, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une station qui a été installée d'épuration qui gère les eaux usées. Et puis voilà, donc avec une centrale solaire qui fournit 30% des besoins énergétiques de l'université, particulièrement pendant la journée. Alors, quand on parle de durabilité, il n'y a pas uniquement la durabilité par rapport à l'environnement, mais il y a aussi une durabilité culturelle. Donc, aujourd'hui, avec bien sûr l'avènement de l'IA, du numérique, des industries créatives et culturelles, comment on arrive à immortaliser et puis à faire perdurer et puis à innover autour du patrimoine. Donc, on sait pertinemment qu'il y a une intégration du digital impressionnante pour préserver le patrimoine, mais non seulement, mais c'est pour le réinventer, le transmettre par de l'imagerie, par des formats qui le rendent plus attractif pour les nouvelles générations. Il y a encore d'autres applications innovantes et qui permettent aussi de redécouvrir les monuments ou l'artisanat ou l'architecture d'une autre manière, tout en reconstituant virtuellement des lieux, des savoir-faire, un art de vivre, des musées. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un QR. Donc, vous pointez le QR et là, à un certain moment, vous vous retrouvez carrément dans un voyage immersif, soit dans l'université de Kragaouyen ou carrément être dans Fès sans pour autant en étant ici au Canada ou être dans la région de Dadès en étant quelque part d'autre. Mais c'est ça, en fait, l'idée. C'est comment rapprocher tout le monde, en fait, de ce patrimoine. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas déplacer tout le monde pour aller visiter un patrimoine ou découvrir une nation ou un pays, mais il suffit carrément d'intégrer un aspect innovant pour pouvoir, divulguer et puis rendre l'artefact plus démocratique et l'ouvrir à tout le monde. Donc, on est sur des exemples extraordinaires aujourd'hui que nous développons avec les universitaires, notamment l'université Bnotofel de Kenitra. Donc, ils sont sur de la recherche, ils sont sur les ICC, de la vidéo, ils sont sur de la culture, ils sont sur du gaming, du documentaire et surtout, en fait, les projets de la modélisation 3D. C'est dommage, il y avait mon partenaire tout à l'heure qui était là, mais qui est parti. Alors, c'est une agence, c'est un bureau d'ingénierie avec qui on est en train de travailler sur des applications pour pouvoir les donner, les offrir, et puis par la suite, c'est rien que pour essayer, c'est un premier test, pour pouvoir fédérer des artisans à travailler sur des modèles innovants, rafraîchis par rapport à l'artisanat marocain et de pouvoir rendre la chaîne beaucoup plus rapide. Mais quand on parle de chaîne rapide, c'est tout en respectant bien sûr la technicité, les points forts de l'artisanat et de pouvoir bien sûr le faire arriver à un monde beaucoup plus large et extérieur. Et ce qui est important aussi, c'est que
Une application ne peut pas se travailler uniquement avec des applicateurs ou avec des ingénieurs uniquement. Non, elle se travaille carrément avec une communauté. Donc nous avons un recherchiste, nous avons un journaliste, nous avons les métiers de la vidéo, de l'audiovisuel, du storytelling. La Corée du Sud a su, depuis plus de 20 ans, créer en fait le modèle, ou plutôt ce mouvement de K-pop. Donc on est dans du chant, dans de la danse, dans de la création, nous sommes dans du stylisme, nous sommes carrément dans de la vidéo, nous sommes sur un tourisme local avec des monuments qu'on a mis autrement en valeur, nous sommes sur des musées virtuels, nous sommes sur des jeux de gaming. Il n'y a pas une création sans citer ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ils vont raconter leur histoire ancestrale, ils vont raconter leur savoir-faire, ils vont raconter voilà, un aspect culturel, architectural, identitaire à eux. Et depuis 20 ans, la K-pop et la Corée du Sud sont en train de monter en force jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ils se sont externalisés. Ce n'est pas juste propre à la Corée du Sud, mais ils ont vendu leur concept même à l'étranger. D'ailleurs, on en voit ici quelques-uns, que ce soit la gastronomie coréenne, etc. Il y en a beaucoup. Et c'est un phénomène, ce qu'on a appelé la vague coréenne, qui continue. Aujourd'hui, il suffit de voir sur Netflix ou Spotify, il y a Corée du Sud, signé Corée du Sud, en fait, partout. Et c'est ce qui est extraordinaire. Je partirai sur le modèle italien, où, bien sûr, le patrimoine et l'histoire ont toujours été au cœur de la créativité, que ce soit dans la mode, dans le design, dans le cinéma ou encore dans la gastronomie. L'héritage artistique de la Rome antique à la Renaissance continue de nourrir jusqu'à aujourd'hui le dynamisme économique et touristique de l'Italie. Et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le Maroc, alors, nous sommes à la veille de la Coupe du Monde 2030. Donc, il y a énormément de travail qui est en train de se faire, un travail remarquable au niveau, bien sûr, des terrains de foot, au niveau de l'infrastructure, au niveau des hôtels, au niveau des médias. On travaille beaucoup, bien sûr, aux côtés des universitaires, comme on a dit, parce que nous sommes quand même on a plus de 60% de la population marocaine qui est âgée de moins de 30 ans. Donc, on est vraiment focus sur les universitaires marocains et sur la jeunesse qui est connectée aujourd'hui à la créativité, à l'innovation. Et c'est des Marocains, généralement, qui sont très, très proches de l'identité marocaine. Donc, quand ils vont travailler sur un film, sur du gaming, sur une création, sur une toile, sur un livre, et j'en passe, c'est revenir automatiquement, on revient toujours à l'inspiration qui est le patrimoine et la culture. Donc, et puis, ce qui est aussi important à signaler, c'est que, je reviens comme ce que j'ai dit au départ, chaque région, chaque ville a un aspect. Donc on se retrouve finalement sur de l'innovation propre à une région, mais qui est complètement différente de l'innovation qu'on va retrouver sur l'autre région. Mais l'ensemble de ces régions crée en fait un circuit créateur de richesse et de valeur pour le Maroc. La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la transmission du feu. Et ce feu au Maroc est bien vivant. Et c'est un feu avec tous ces aspects qui a du sens. Et sans sens, on ne peut pas avancer. Et merci.